Bienvenue dans Muscle ta répartie, le podcast qui te donne envie de l'ouvrir. Je suis Michel Ruffo et pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Pat. Bonjour Christophe. Bonjour Michel. Christophe, tu es le dirigeant du média RH myrhline.com. J'ai voulu t'inviter car tu publies régulièrement des posts sur LinkedIn qui démarrent par des phrases qui ressemblent fort à des micro-agressions. J'aime beaucoup ta manière cash de traiter les sujets. Je suis certaine que ta manière d'être et de parler sera inspirante pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et qui n'osent pas toujours prendre leur place. Alors pour commencer, Christophe, est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours et ton activité en quelques mots ? Alors en quelques mots, aujourd'hui je dirige un média qui s'appelle myrhline.com qui est destiné à la communauté RH. On a à peu près 100 000 visiteurs par mois, un gros écosystème RH. On fait du média, de l'événementiel, etc. Mon parcours, j'ai démarré moi dans les RH quand j'avais 21 ans, donc tu vois j'en ai 48, ça fait quelques années. Je suis tout de suite ensuite parti dans le monde du conseil. J'ai créé mon cabinet de conseil. En parallèle, j'avais créé le média, puisque en fait, le média est né parce que j'avais pas justement de moyens de communiquer. Donc, j'ai créé ce média pour faire mon autopromotion il y a 20 ans. Et puis voilà, j'ai revendu l'activité de conseil. C'était du conseil en AMOA, SIRH à l'époque. J'ai gardé ça 8 ans. Je l'ai revendu il y a à peu près 8 ans. Et je me consacre aujourd'hui exclusivement aux médias. Ok, et aujourd'hui on te voit beaucoup. En tout cas, moi je te vois beaucoup sur LinkedIn Ouais. pour prendre la parole régulièrement. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de Muscle ta répartie. Est-ce que tu pourrais me raconter la pire situation que tu as vécue au boulot ? La pire situation, ça va être avec une manager, une DRH, qui avait tendance à prendre tous les membres de la DRH pour ses enfants. Tu vois, on était dans un management ultra, on va dire, maternaliste pour le coup. Et qui te coupait la parole en réunion, qui t'infantilisait en permanence. Donc c'était assez terrible. Je suis parti, hein, je suis pas resté longtemps, je suis resté 1 an et demi. Euh, c'est compliqué de bosser avec ce type de personnes. À l'époque, ça m'a quand même pas mal affecté. Parce que finalement, ça t'aide pas du tout à prendre confiance en toi, ça t'aide pas du tout à prendre tes marques, et ça va même t'encourager à faire connerie sur connerie parce que t'es dans le stress quasi permanent en fait. Tu sais qu'à la moindre virgule, tu vas te faire alpaguer. Donc voilà, ça c'est, on va dire, la pire expérience que j'ai vécue. Pour autant, je pense que cette personne va être assez malheureuse parce que dans ma carrière, j'ai constaté ensuite que ce type de profil était quand même c'est pas comme ça pour rien. Il faut aussi analyser pourquoi la personne est comme ça. Et je pense que souvent les personnes qui sont comme ça sont elles-mêmes très mal à l'aise dans le contexte de l'entreprise et du coup n'arrivent pas à avoir une posture adéquate. Donc je pense pas qu'il y avait une volonté de nuire au départ, Hmm. mais voilà, c'était un état de fait, c'était comme ça. Ça, c'était une expérience pas très agréable. Quand j'étais salarié, après j'en ai une deuxième qui m'a un peu surpris quand j'étais consultant. C'est un client qui m'a dit, ouais, de toute façon, toi, tu gagnes plus que moi, c'est pas normal. Bon, là, on tombe dans le classique hein, français de tu gagnes plus d'argent que moi, donc t'es un gros con. Enfin, le truc habituel. Mais j'ai trouvé ça assez hallucinant parce que nous, on délivrait une mission, ça fonctionnait bien, et que le client lui-même vienne pleurnicher comme ça en off sur sa REM, j'ai trouvé ça assez hallucinant. Mais bon, Et tu as fait quelque chose ? Tu as réagi ? non, j'ai pas réagi. Tu peux pas réagir déjà parce que c'est un client, donc tu évites de réagir. Et puis, je te parle de ça, j'avais 29-30 ans, donc ce qui m'intéressait, c'était de poursuivre ma mission, pas de rentrer dans des débats inutiles. En général, je réagis jamais à chaud de toute façon sur ce type de situation. Je vais plutôt prendre le temps de réfléchir et de décider d'agir ou de ne pas agir. Ok. Et là, il arrive des fois où tu réagis à froid après avoir réfléchi ? Ouais, Ouais. Est-ce si que tu la as des exemples ? situation, si j'estime la situation trop, trop grave, entre guillemets, oui, je vais réagir.
Des exemples, bon, on en parlera plus tard, mais je vais réagir sur des exemples, sur des agressions directes ou des choses qui me semblent hors sol, tu vois. Si tu te fais agresser sur des trucs euh, qui me paraissent trop graves, oui, là, je vais réagir. Alors, soit je vais réagir moi-même parce que j'ai les moyens de le faire, soit je m'embarrasse pas, hein. J'ai des avocats qui le font bien mieux que moi et en général, quand je commence à moi rentrer dans des discussions à m'énerver, ça peut partir très loin. Donc je préfère pas le faire moi-même. J'ai arrêté Hmm, de faire ça, tu vois. Donc il y a des avocats qui le font très bien à ma place. d'accord. Et là, tu parles d'agressions qui sont plutôt des cyber-agressions Ouais, avec tes prises de ouais, parole, c'est ça? Ok. ouais, exactement. Tu m'as dit quand même qu'en préparant que tu étais de moins en moins touché par les micro-agressions, pas seulement quand t'en fais moins, mais aussi que ça te, si je comprends bien que ça glisse. Comment tu fais pour t'en détacher? Bah déjà par habitude, c'est bête, mais tu sais, en vieillissant, tu as quand même beaucoup plus tendance à encaisser parce que tu as déjà vécu pas mal d'épisodes et donc, bon, c'est toujours pareil, hein, la première claque que tu reçois, elle fait mal, et puis la centième, t'as appris à l'encaisser. Donc, je pense il y a là l'expérience qui fait que tu prends un peu plus de recul par rapport à ça. Si tu es présent sur les réseaux et que tu t'attardes à toutes les micro-agressions, bah tu t'en sors pas en fait, hein. Hmm, C'est terminé, hein. Ta journée, elle est foutue. Tu passes ton temps à lire les commentaires et ça n'a pas de sens en fait. Tu sais, en plus, on sait très bien que les réseaux sociaux, c'est l'occasion aussi pour tous les gens qui ne prennent jamais la parole en face à face de venir écrire leurs petites conneries. Donc, non, aujourd'hui, je prends ça, soit je les lis même plus, je vois mhm. bien souvent. En fait, il y a que sur LinkedIn hein, où je lis les commentaires, hein. Sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, je les lis pas, hein. Parce que là, Ok. tu peux, C'est violent, c'est plus violent? là, tu pars dans la quatrième dimension. Sur TikTok, c'est la quatrième dimension. Il y a suffisamment Hmm, de réseaux sociaux aujourd'hui pour faire ton choix et pour choisir tes canaux de communication. hmm. Ok, donc ils ont qu'à aller regarder d'autres personnes et arrêter de te suivre plutôt que t'en demander. Oui, oui, exactement. Moi, j'ai pas du tout de problème avec ça. Tu sais, le problème qu'on voit Hmm, aujourd'hui sur les réseaux et sur beaucoup de nouveaux entrepreneurs, c'est qu'ils veulent plaire à tout le monde. hmm, Mais plaire à tout le monde, c'est plaire à personne, en fait. Tu deviens, à force, déjà, tu deviens très lisse. Ta communication devient hyper boring, en fait. Pour plaire à tout hmm, le monde, faut être boring, lisse et avec ta petite pâquerette et ça n'a aucun intérêt. Sur la durée, le plaire à tout le monde, ça fonctionne pas, hein. Moi, ça fait quand même 25 ans que je suis dans le monde professionnel. Quand t'es jeune, t'essayes de plaire à tout le monde, mais ça marche pas. hmm, Tu peux pas plaire à tout le hmm, monde, et puis en plus, tu deviens complètement transparent au fil du temps. Donc, je hmm. préfère avoir mes convictions, mes avis. Bah, ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres. C'est comme ça, c'est la vie. Et t'es mieux dans tes baskets, parce que dans le plaire à Hmm, tout le monde, j'imagine que, enfin, je le sais d'ailleurs, dans le plaire à tout le monde, des fois, t'écris des choses que tu ne penses même pas. Ou tu vas hmm. prendre la parole, enfin, t'es pas du tout aligné avec ce que tu racontes, donc ça n'a aucun Hmm. intérêt. C'est le meilleur Et donc ça moyen de te marche, ouais. faire, c'est le meilleur moyen de te faire clasher à terme, hein. Parce Hmm. que les gens se rappellent de Oui. ce que t'as dit, Oui, et que c'est pas cohérent par moment parce que et que tu c'est dis pas le contraire de cohérent. ce que tu penses. Exact, Hmm, exactement. exactement. Hmm. Et donc tu as choisi ta ligne qui te permet d'avoir aujourd'hui, en tout cas sur LinkedIn, là où je te suis, 71, enfin plus de 71 000 followers. Et tu es même entré dans le classement des leaders RH Favicon. Je sais pas trop comment ça se dit à vrai dire, mais quelque chose comme Ouais, ça. alors, c'est un classement favicon en fait, c'est simple, hein, c'est un algo qui permet une algo qui permet en fait d'aller mesurer l'audience, le nombre de posts que tu as fait par mois, la portée, le nombre d'interactions, etc. Et t'es classé par rapport à ça. Là, tu vois, j'ai pas posté quasiment là pendant 2 semaines, je suis retombé, hein. Et toi Ah, c'est demain, si vrai? tu te mets, bah oui, forcément, là tu sors du classement et puis si je reposte, peut-être que je réapparaîtrai dans le classement. Ah oui, il Mais faut pas prendre de vacances, quoi. non parce que c'est L'enfer. une algo qui calcule ta performance Ouais. en temps réel. Donc Hmm.
Si tu t'arrêtes 2 semaines, évidemment, bah tu sais, hein, qu'en janvier, février, je devais être 400e en France. Je me suis remis à poster, je suis passé 50e sur le classement France global, tu vois. Hmm. Mais en fait, c'est lié directement à ce que tu fais, à ton activité. D'accord. Tu veux Et dire que j'ai une puis, information d'il y a 2 semaines qui a déjà changé, quoi. ah oui, oui, elle a déjà changé. Bien sûr. Elle a déjà changé. Non, mais tu peux être dans le classement, tu peux être dans le top 10 en permanence si tu es en permanence en train de faire des posts et que ça Hmm. fonctionne. Mais quand t'arrêtes, Bon, c'est très bien d'ailleurs, ça permet à d'autres d'être mis en avant. C'est pas figé dans le temps. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Tu as déjà subi enfin, du cyberharcèlement ou en tout cas des interactions un Ouais. peu pénibles sur ces réseaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus, notamment pour les personnes enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a empêché de prendre la parole au démarrage. Je sais que ça empêche d'autres personnes de prendre la parole au démarrage. Se dire, ben, si j'écris quelque chose et que j'ai mon premier hater, je vais mal le vivre. Comment fais-tu? Ouais, mais j'ai jamais pensé à ça en fait. Et puis, je m'en fous un peu parce que déjà, je me dis qu'un hater, c'est un. Alors, c'est un mec souvent, je sais pas pourquoi, tu vois. Pour moi, c'est un mec qui doit être très malheureux en fait. Hmm. Donc, non, mais c'est pas un truc qui me stresse naturellement. Après, t'as des gens qui sont tarés. Moi, sur certains de mes posts, j'ai eu mort au RH, tu vois. J'ai eu ça. Alors évidemment, quand j'ai ça, j'utilise les outils des réseaux, tu vois, où tu signales le truc et Hmm. derrière les comptes sont fermés, hein. Mais bon, il y a quand même un boulot de modération à faire. Quand tu postes, t'es propriétaire de ce que tu postes, t'es aussi propriétaire des commentaires qui sont sous tes posts. Si t'as envie de laisser moi, je connais des gens qui vont me dire, ah, moi, je touche pas aux commentaires. Moi, je peux pas laisser sur mon post mort au RH. Donc, Hmm. dès que je l'identifie, c'est supprimé et j'envoie une notification. En l'occurrence, c'était sur LinkedIn. Et ensuite, LinkedIn va faire son boulot de modération, de suppression de compte, d'avertissement et plus si nécessaire. Et ça, LinkedIn Hmm. le fait très bien, hein. Faut que les gens le sachent, hein. Euh, il y a vraiment un suivi derrière, hein, sur un signalement de commentaires ou de posts, hein. Hmm. C'est Ouais, c'est vrai pas, que moi, je l'ai jamais fait encore. Hmm. Moi, j'ai jamais eu, enfin jamais eu. J'ai eu des commentaires qui étaient blessants pour moi. J'avais jamais pensé à faire ça ou à signaler. Et puis j'ai déjà eu aussi des gens, enfin très gentils, hein, que j'embrasse, qui sont des chevaliers de l'internet et qui se passent le mot pour aider les femmes en détresse, pour lesquelles il y a pas mal de femmes qui, comme moi, parlent du ouais, sujet du sexisme. Le fait de parler du sujet du sexisme attire des gens qui sont plutôt favorables au sexisme et qui vont mettre des choses en commentaire un peu borderline. Et eux, bah, ils vont le repérer, ils vont commencer à discuter. Et je me retrouve parfois à avoir l'impression d'avoir un salon de thé chez moi avec des mecs qui sont en train de se bagarrer autour d'une tasse de thé. Je me dis, bon, je fais quoi moi? Moi, je me suis retiré du truc. Je les vois voir qui aura le dernier mot. Bon, en général, c'est toujours finalement le méchant qui a le dernier mot parce que c'est quand même assez épuisant et lui, il ouais. s'épuise jamais, Il quoi. C'est le s'épuise lapin jamais, Duracell. ouais. Ouais. Et donc, je regarde ça, je me dis, bon, je laisse faire. Parfois, j'écris en MP au chevalier en lui disant, bah, merci beaucoup, mais enfin, t'épuises pas. Profite de ta journée. Après, sur des choses comme ça, je vais assez peu m'épuiser, moi. Je vais répondre, mais généralement, soit de façon très sarcastique, soit en lui disant t'as raison, en lui envoyant un bisou, tu vois. Mais je vais Hmm. pas aller plus loin, ça m'intéresse pas. Quelquefois, ça m'est arrivé, mais si tu rentres là-dedans et que tu commences à répondre à ces gens-là, t'as pas fini, quoi. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça va générer du commentaire et ça va augmenter ton nombre d'impressions et ta visibilité. Mais est-ce que tu as envie d'être visible grâce à ça? C'est pas sûr. Hmm. Donc, en général, moi, je suis assez sarcastique dans mes réponses sur ce type de profil. Ça arrive sur des commentaires que j'ai aussi mes chevaliers qui viennent à la rescousse. J'ai des clients, hein, qui viennent me défendre, des RH, mais bon, je pense qu'on a autre chose à faire, quoi.
Je trouve ça super mignon, moi. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Mais Ouais. est-ce que Non, du c'est coup, pas un peu machiste? Est-ce que c'est pas un peu machiste quand même que ce soit l'homme qui vienne te défendre? Tu vois? Finalement. Est-ce que c'est pas des machos déguisés qui alors, ah, je les réembrasse si jamais ils écoutent parce qu'ils sont quand même très sympas. La plupart d'entre eux sont des vrais alliés. Alors, du coup, sur LinkedIn, donc, tu partages des positions généralement affirmées. C'est vrai que tu m'as dit que tu parlais pas vraiment de microagression, mais j'ai quand même l'impression que ça commence toujours par quelque chose, une petite citation un petit peu acide qui démarre tes posts en général. Et en préparant, on a parlé des gens comme moi qui, moi je suis plutôt sur le sujet du sexisme et des discriminations, qui essayent de sensibiliser là-dessus. Et dès qu'on prend ouais, la parole sur ces sujets, c'est quand même marcher sur un fil. Enfin, je le sens. Hein, on cherche ses mots. Je cherche ouais. à être authentique quand même, mais sans dire trop de conneries. Sachant que moi, ça fait qu'un an que je travaille sur ce thème, donc je dis sûrement beaucoup de conneries. Est-ce que tu aurais des conseils pour moi et pour toutes les autres personnes qui essayent de sensibiliser sur ce thème sur LinkedIn, donc sexisme, racisme et tous les ismes, pour passer plus efficacement leur message sans forcément générer derrière un torrent de haine en commentaire? Alors, sur ce type de poste, j'en ai fait beaucoup hein, sur l'agisme, sur le sexisme, sur le handicap, sur le racisme. J'ai jamais eu d'agression. Déjà, c'est un point, et il y a une raison à ça. Déjà, la raison, c'est que je suis neutre. Je suis pas dans le sujet directement. Tu vois, toi, tu es une femme, tu prends la parole sur le Mm, sexisme. Du coup, les gens qui ont un engagement direct sur le sujet, tu constateras que généralement, leurs posts ont beaucoup moins d'impact en termes de mm, visibilité. Il y a deux raisons à ça. Déjà, parce que eux-mêmes sont concernés et du coup, les exciter, les gens qui sont contre, vont se dire, ah bah tiens, encore une nana là, qui doit être toute seule là, qui prend la parole sur le sexisme. Non mais c'est ça les réactions mm, directes. Si tu prends la parole sur un sujet de ce type, je pense qu'il faut le faire avec beaucoup plus de recul. mm, Moi, je le fais avec du recul parce que, alors, évidemment, j'ai un média RH, donc je reçois beaucoup de messages de gens qui m'expliquent leur désarroi par rapport à des situations. C'est pour ça que mes posts sont toujours piquants parce qu'elles sont toujours issues d'une histoire vraie. Soit que j'ai mm, vu, soit qu'on m'a raconté, soit un témoignage qu'on a reçu. Et du coup, déjà, je les travaille comme des articles. C'est basé sur quelque chose. Tu vois, basé sur un fait, sur un exemple, et c'est toujours documenté avec des chiffres, mais des chiffres qui sont incontestables. Des chiffres de la DARES, des chiffres du ministère du Travail, des chiffres d'études sérieuses. Et quand tu mets ça sous le nez, même de gens qui sont contre, avec un vrai exemple neutre, venant d'une personne neutre qui ne l'a pas vécu, plus des chiffres qui viennent le prouver, là c'est plus compliqué de venir dire ah non, je suis pas d'accord. Tu vois, c'est ouais, c'est une opinion, c'est pas l'opinion de Michel, c'est des chiffres, quoi. voilà. Après, il y a Mm, aussi le fait que j'ai 70 000 abonnés, je représente un média RH et on a toujours eu une posture de neutralité sur tous les mm, sujets. On n'a aucune posture politique, donc on est dans la neutralité totale. mm, Donc c'est beaucoup plus difficile de venir nous contester quelque chose. Et ça marche. Et du coup, sur des posts comme ça, je peux avoir 1000, 2000, 10 000 interactions parce que mm, le post est présenté de manière beaucoup plus, alors même si je le fais en storytelling, j'allais dire beaucoup plus scientifique, dans le sens où tu as toujours une logique et une présentation des conséquences via les chiffres, et j'essaye de toujours finir par qu'est-ce qu'il faudrait faire. Parce que moi, mon objectif, c'est pas d'embarquer le commun des mortels. Dans un premier temps, c'est d'embarquer la communauté RH en les mm. sensibilisant, en leur montrant les chiffres et en leur disant, mais vous pourriez mettre ça en place. Voilà. Et je pense que c'est beaucoup plus factuel. Et quand c'est beaucoup plus factuel, bah, tu as beaucoup moins de haters qui viennent. Si tu traites un sujet direct et que tu es toi-même concerné, il va falloir faire quand même un petit peu attention à comment tu le présentes. Alors, je suis d'accord, hein, moi, tu vois, ça m'empêchera pas de venir liker tes posts. Moi, personnellement, ça va pas me poser de problème.
Mais Hmm. j'écris pas pour moi et t'écris pas pour toi. Si Hmm. tu veux avoir la plus grande portée, je pense que c'est toujours la même question. Est-ce que c'est un coup de gueule personnel et tu t'en fous de la portée et là, tu es libre d'écrire ce que tu veux? Mais Hmm. je pense que sur ces sujets, ça mérite d'être suffisamment travaillé pour Hmm. avoir une portée maximale. Et Hmm. donc, si tu veux une portée maximale, il faut le réfléchir un peu différemment et te sortir, toi, du sujet, sortir trop d'émotionnel, trop de qu'on vienne pas te dire ah bah oui, mais Michel, da da da. Non. Oui, c'est vrai ce qu'elle a écrit pour telle et telle raison. Pas parce que c'est Michel qui l'a écrit. Hmm. Tu Ok, vois ce donc que je veux dire? documenter avec des chiffres, prendre du Ouais. recul. Est-ce que tu as en tête des personnes qui, en dehors de toi, font des posts sur ce type de sujet et qui sont documentés comme ça, enfin, qui sont documentés comme ça? Frédéric Desc, Frédéric sur la question de l'agisme, mais ça fait des seniors, ça fait des années qu'elle traite le sujet. Et Hmm. c'est jamais fait de façon trop épidermique. C'est toujours Hmm. documenté. Et moi, je le fais un peu de façon journalistique. Il y a une recherche derrière. Je suis obligé de me Hmm. documenter, d'aller regarder, de recueillir des témoignages. Donc forcément, j'ai peut-être un peu plus de recul par rapport au sujet. Moins, je suis moins dans l'émotionnel quand je prépare mes posts. Et je pense que ça se ressent Hmm. aussi à la lecture. Et les gens ne peuvent pas venir m'attaquer en me disant ah bah t'es ci, t'es ça. Non, moi je suis rien, je n'existe pas en fait. Enfin, je suis pas là pour exister par rapport à mon sujet. Je suis là pour le dénoncer et pour sensibiliser. Hmm. C'est différent. Hmm. J'ai Tout plus à une fait. démarche de sensibilisation plutôt qu'avoir une démarche guerrière. Et ce que je Hmm. reproche aux postes que je peux voir passer sur le racisme, le féminisme, le handicap, c'est que bien souvent les gens ont des démarches guerrières. Et bah, c'est comme tout, la haine attire la haine. Si tu as une démarche guerrière dans ta communication, même si ça part d'un bon sentiment, bah, forcément tu vas exciter encore plus les débiles qui sont contre toi. Tu Hmm. vois? Mais c'est vrai. Hmm. Et Euh, et tu tu génères génères, du harcèlement, voilà. Alors des ce que réactions. c'était pas l'objectif, mais tu vas générer Hmm. du Bien harcèlement. sûr. Je dis pas de Hmm. t'effacer non plus, mais je Hmm. pense que ces sujets sont suffisamment importants pour vraiment réfléchir à comment faire pour que j'ai plus d'impact sur ces sujets-là et qu'ils Hmm. soient le plus viraux possible. Ça fait plus de 25 ans que tu travailles, je me le disais tout à l'heure, Ouais. et est-ce que tu as observé de ton point de vue des améliorations sur ce sujet des microagressions ou des discriminations au travail? Alors, je pense que sur les microagressions, les discriminations, euh, je dirais presque que c'est pire aujourd'hui. C'est exacerbé par les réseaux sociaux. En fait, Hmm. il y a un point qui est vrai, c'est que il y a une chose qui s'est grandement améliorée, c'est la libération de la parole, et ça, on l'a tous vu sur tous les sujets. Mais en même temps, il y a aussi eu la libération de la parole sur les réseaux sociaux. Hmm. Et du coup, d'un côté, on aurait pu se dire, tiens, libération de la parole, ça va permettre de dénoncer beaucoup de choses. Et c'est le cas. Mais en même temps, tu as tous les abrutis qui ont aussi libéré leur parole sur les réseaux sociaux. Et du coup, on est dans un entre-deux quand même très chelou. Moi, je trouve qu'on est quand même dans un monde très tordu aujourd'hui. Parce qu'on dénonce des trucs et en même temps, on permet à des tarés de dire l'inverse sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est très... ouais, on est vraiment dans le paradoxe aujourd'hui. Et je trouve ça Hmm. assez... Il y en a qui vont dire oui, mais liberté d'expression, mais non, en fait. Non. Il y a trop de liberté d'expression sur des sujets où ça devrait pas être permis, en fait. Oui, c'est parfois Tu de vois, l'appel à la haine, ah bah là, la sur tout liberté ça, d'expression. c'est... Tu vois, c'est Hmm. pas... je regardais une interview d'un mec qui disait, qui commentait un artiste qui a fait une... alors, qui a peint Macron, tu sais, avec un mec qui lui tient la tête, qui l'a décapité, et le mec disait, donc forcément, Macron a porté plainte, appel à la haine, etc., mais j'aurais fait la même chose en fait. Et le mec disait, oui, c'est normal, parce que vous comprenez, si on enlève cette liberté d'expression, bah, peut-être qu'au lieu de faire cette peinture, cette personne aurait été agressé quelqu'un.
Et je me dis, comment on peut en arriver à ce type de conclusion en Mon 2025? Dieu. Moi, je trouve ça taré, en fait. Ça me dépasse, en fait. Moi, dans ma Ok. construction, ça me dépasse. Mais on en est là aujourd'hui. Hmm. Et je trouve que bah, ça va pas en s'arrangeant, en fait. Et en plus, sur ce que je constate en entreprise, alors on va te dire oui, il y a moins de sexisme parce que égalité femmes-hommes, il y a moins de racisme parce que, enfin, tu sais, t'as toujours des classements, des machins, des trucs où on a dit aux Hmm. entreprises, bon, si t'as pas 99 sur 100, bah de toute façon tu vas payer. Tu vois. Le Hmm. problème aujourd'hui, c'est que pour tous les sujets, c'est ah bah attention, hein, il y a le bâton, hein, si tu vous respectes. L'argent. Mais comment on peut croire en fait que on va améliorer les choses sous couvert d'amendes? C'est des conneries. Hmm. Quand tu discutes avec les gens, si j'ai rencontré encore des gens récemment, un mec hyper sexiste, mais le mec, enfin il est au-delà de ça, quoi. Il s'en fout en fait. Et puis les gens vont me dire, oui, oui, en entreprise, je me tiens, quoi. Puis dès qu'il y a un pied en dehors. Hmm. Tu sais, tu peux faire dire aux gens ce que tu veux, mais tant que tu ne transformes pas leur façon de penser ou leur vrai ou leur nature, il se passera rien. Et je Hmm. crois que de toute façon, le fondamental, c'est l'école en fait. C'est l'école. Parce qu'on dit l'éducation des parents, mais moi-même, je vois mes enfants des fois qui vont me dire des choses, et je me dis, mais je t'ai pas appris ça en fait. Tu vois, qui vont Hmm. avoir des sujets clivants entre gamins. Et je me dis, ça veut dire qu'à l'école, il y a pas ça, en fait. On leur apprend pas les bonnes choses. Il n'y a pas assez il y a pas assez de sensibilisation dès le plus jeune âge. Et je te parle pas des 15-16 ans. Je pense que la sensibilisation dès la primaire, elle devrait intervenir. Dès cet âge-là. Parce que je pense qu'après, quand tu commences à être ado, 12, 13, 14, tu commences déjà à avoir ta construction mentale. Et je pense que passé 15, 16 ans, c'est foutu en fait. Si t'as pas été sensibilisé à ces sujets, du sexisme, du handicap, de la diversité au sens large, eh ben à l'âge adulte, ça va être hyper compliqué de changer ton mindset parce qu'il est déjà ancré. Hmm. Et Hmm. ça devient Hmm. quelque chose de plus tu l'as acquis jeune, plus tu as acquis des codes qui sont mauvais jeunes, bah, plus c'est. Je pense pas que ce soit inchangeable, mais ça va être très dur. Et je pense pas que Hmm. l'entreprise va pouvoir. L'entreprise, c'est des pansements, hein, c'est du paraître. C'est c'est un peu comme de la marque employeur, c'est du washing, tu vois. C'est OK, on met une étiquette sur un truc, ah, on a tel score, on fait des belles affiches, mais derrière, les gens pensent toujours la même chose. Donc il n'y a pas de. Pour moi, c'est des Hmm. conneries. Donc on fait porter à l'entreprise beaucoup de travail d'éducation finalement et qui ressemble plus à des sanctions qu'on prend dans Oui, l'entreprise si on dit tel mot qui n'est pas exactement. autorisé. Et du coup, bah, je serre, je serre les dents et je dis pas cette connerie à l'entreprise, mais je vais le dire à Ouais, 17h à ouais. l'apéro, quoi. Tu sais, je discutais une fois avec un DRH qui me racontait qu'un de ses managers avait dit en entrée de réunion à un de ses collaborateurs, ah, t'as encore mis ton t-shirt de PD. Et en fait, donc là, le manager, c'est un mec qui a, je sais plus quel âge il avait, 50, entre 55 et 60 ans. Mais en fait, toute sa carrière, on lui a laissé dire ça. Hmm. Tu vois? Toute sa carrière, finalement. Personne n'a jamais rien dit. Et là, en fait, il Hmm. s'est pris un avertissement de conduite, une mise à pied instantanée. Mais je me dis, ok, bon, ça me choque pas qu'il soit mis à pied pour ça. Ce qui me choque, c'est qu'il en soit encore à le dire dans l'entreprise. Parce que si l'entreprise avait fait son taf, justement, de vraie éducation, de sensibilisation, elle lui aura expliqué que ce qu'il était en train de faire, ça allait Hmm. affecter la personne en face d'elle. Et Hmm. le problème, c'est que cette personne, en le disant, elle dit, elle, pour elle, c'est une blague, tu vois. Hmm. Elle se dit pas, je vais affecter la personne. Oui. Hmm. Donc en fait, il y a une réaction, ok, mais une réaction qui sert à quoi en fait? Rien. Tu vois, Hmm. tu punis Il n'est une pas personne éduqué. parce que Hmm. finalement, voilà. Après, Hmm.
Il y a des gens qui vont dire, ah, mais quand même. Non, il n'y a pas de mais quand même. Les gens ne réfléchissent pas à ce qu'ils disent. Et si pendant 50 ans, t'as pas réfléchi à ce que tu dis, Hmm. tu vas pas te mettre à... Tu vois ce que je veux dire? Faut arrêter de penser que tout le monde est intelligent. Les gens ne sont pas tous intelligents et ne réfléchissent pas en se disant, bah tiens, Hmm. si je dis à Michel que j'en sais rien, j'aime pas sa coiffure, ça va l'affecter, et que peut-être elle va pas Mais oui, endormir et que ça va ça va être vraiment la horrible. blesser, tu vois. Bah oui, Mais oui, je non, vais pas mais dormir. tu vois ce que je veux dire. Mais oui, Surtout que mais je viens de c'est le ça en faire, donc. fait. Bah non, c'est très bien. Je te dis ça, Bref. moi, qui viens de me lever il y a une demi-heure. Bon, Michel, Euh, muscle un peu ta répartie c'est quand même. clair, c'est clair. Je sais pas, ça glisse. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, ton exemple me fait penser à... Récemment, on m'a parlé d'un sujet de sexisme et en fait, la sanction que la personne a prise, c'était une sensibilisation. En fait. Et Ouais, c'est peut-être pas mal comme première étape, c'est de se dire, ok, ouais. mais ce que je trouve par contre étrange, c'est qu'en fait, il y a une obligation aujourd'hui légale de prévention des Hum, situations de harcèlement, d'agissement sexiste et tout et tout. Et en fait, il y a beaucoup de boîtes qui le font pas trop. ouais. Donc cette personne, elle a eu une sensibilisation bah aussi parce qu'il n'y en avait pas eu avant. Et c'est vrai que c'est un peu rude de se prendre direct une sanction parce qu'on a dit un truc qu'on n'aurait pas dû dire, mais qu'en fait on n'avait jamais imaginé de pas le dire. Et t'as dit, bah effectivement, tous les gens sont pas forcément super futés en entreprise, c'est pas Hum, faux, mais en même temps, dans le cadre des ateliers que je mène, Muscle ta répartie ou des sensibilisations, il y a beaucoup de gens très très futés. Qui essayent de créer du lien, qui essayent de détendre l'atmosphère, de ouais. manière ultra maladroite en disant des trucs qui sont des énormités que eux de leur point de vue effectivement c'est hilarant et ils se rendent pas compte effectivement que ça peut blesser la personne et d'ailleurs moi la première j'ai blessé beaucoup de gens mais mais je me calme mais je me soigne histoire d'être Mais exemplaire quelques après, instants. personne n'est exemplaire, hein. Moi, je suis pas exemplaire. Personne peut dire je suis exemplaire sur tous les sujets. On a tous Hmm. un parcours de vie. Enfin, personne Hmm. n'est. Ça Mais dans le n'existe sens pas. exemplaire où si jamais je t'avais taquiné, Christophe, et que tu m'avais dit, ça m'a blessé, Michel, je t'aurais pas répondu, Christophe, c'était pour rire, t'es rabat-joie. Ouais. J'aurais dit, pardon, ce qui est la bonne chose à répondre. Si demain je te fais une blague sexiste, tu commences à me connaître, tu vas jamais le prendre mal parce que tu sais que je vais le faire pour t'emmerder parce que tu es sur le sujet. Mais tu vois, Hmm, t'as vraiment différentes façons de faire les choses. hmm, C'est une question aussi de... Je crois que tout ça, c'est une question d'intelligence émotionnelle et de rapport aux autres. T'as des gens qui vont pouvoir faire passer des messages de manière différente, mais en fonction de qui ils sont et de qui ils ont en face d'eux. Il faut toujours faire attention à qui t'as en face de toi. hmm. Et de Tu se peux pas faire réadapter en passer fonction de la réaction. et de se réadapter. Moi, je le fais pas toujours très bien, hein. Je suis quand même assez quelqu'un d'assez cash, direct. Mais par contre, quand je vais te dire quelque chose, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais pas juste te dire j'aime pas si, point. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Après, si t'es pas d'accord, on discute. On sera peut-être pas d'accord, on sera peut-être d'accord. Mais je vais pas m'inventer une position entre deux eaux pour plaire au plus grand nombre. Parce que justement, je me disais, quelles étaient les manières de répondre qui marchent le mieux pour toi? Est-ce que c'est expliquer les choses aux gens ou de répondre face à une microagression? Si quelqu'un t'attaque. Ah, quand c'est une micro, alors ça dépend. Si c'est en face à face, une microagression, si tu me fais une microagression que je suis bien luné, ça va glisser, je vais sourire. Hmm. Si je suis mal luné, bah, je vais te démonter. Je vais aller chercher la batte de baseball dans la voiture et non, je déconne. Non, mais tout dépend de la situation. Tout dépend de la Ok. situation. Je vais devoir mettre un disclaimer en disant que je ne soutiens pas cette phrase. C'était fait pour, hein. Ok. Est-ce que tu aurais quelques punchlines dans ta besace à partager avec nos auditrices et auditeurs?
Non, j'ai pas de punchline en particulier. J'ai plutôt une façon de voir les choses qui rejoint un peu ce qu'on disait depuis le début et qui est valable quasiment pour tous les sujets dans le monde du travail, qui est de dire que, en gros, la posture à avoir quand tu traites n'importe quel type de sujet, c'est à minima d'avoir travaillé ton sujet. Et moi, je Mm. suis plutôt de cette, je suis là-dedans en fait. C'est si je prends la parole sur un sujet, c'est que je l'ai travaillé. Alors avoir travaillé le sujet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, soit je vais pratiquer ce sujet moi-même et j'ai mon propre retour d'expérience, soit j'ai pas pratiqué mais je me suis documenté dessus ou j'ai été chercher des retours d'expérience, mais je connais à minima le sujet dont je suis en train de parler. Euh, et je pense que ça, c'est quelque chose de très important, mais dans tout, dans le monde de tous les jours, que ce soit dans le monde pro ou privé, les gens parlent sur tout et n'importe quoi aujourd'hui. Tu vois, une des grosses problématiques aujourd'hui, et même des discriminations en général, c'est la connerie humaine. Et la connerie humaine, elle vient du fait que manque d'apprentissage, manque de connaissance des sujets, bien souvent, ça vient de là, tu vois. Et Mm. t'endoctrines souvent les gens sur de la connerie. T'endoctrines des gens qui n'ont pas pris la peine d'apprendre ou qui n'ont pas fait l'effort de s'intéresser à un sujet et qui vont boire les paroles sans même avoir vérifié, tu vois, le plus important aujourd'hui. Et ce qu'on dit aussi à nos enfants aujourd'hui, hein, on est sur le même sujet quand on voit nos gosses qui sont sur les réseaux en train de scroller, des abrutis toute la journée qui racontent des conneries. Moi, des fois, ma fille vient me voir en me disant, ah, t'as vu que je fais non. Elle me dit, pourquoi non? Et donc, je lui dis, bah non, en fait. Ça, c'est des conneries. Et donc, je lui montre, je lui dis, regarde, Mm. tu vois, va sur ces sources-là. Euh, Mm. donc, j'ai pas de punchline, juste une mise en garde sur, ok, on peut discuter de tous les sujets, mais avec des gens qui, à minima, ont fait l'effort de s'intéresser au sujet. Mm. Ok, faut bosser son sujet Bah, et faut arrêter de dire des bosser son conneries, quoi. sujet. Oui. Mm. Ça marche. Est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent pour affûter ta répartie, ta manière de répondre? Alors déjà, la personne qui m'a inspiré de manière globale toute ma vie, c'est mon grand-père. Voilà. Mhm. Parce que, alors j'ai vécu un peu avec lui, etc. Et lui m'a toujours donné bah, cette valeur du travail, mais pas du travail pour le travail. Il m'a toujours dit, si tu veux être meilleur que les autres, hein, commence par savoir faire ce que eux ne savent pas faire. Et du coup, j'ai essayé de l'appliquer à ma carrière. Et c'est pour ça que, par exemple, en RH, au début, je me suis d'abord mis sur toutes les problématiques de gestion des temps et gestion de la paye. Parce qu'en fait, c'est le sujet en RH que personne ne veut traiter. Donc j'ai commencé par ça. Alors je détestais ça, hein, je vais pas te mentir. Je te Mais crois. j'ai acquis une expérience là-dessus parce que les autres ne voulaient pas. Et ça m'a permis ensuite de devenir consultant et d'avoir une progression beaucoup plus rapide parce qu'au final, des gens avec une expertise paye, gestion des temps, il n'y en avait pas. Mm. Et donc ça m'a permis de le faire. Et puis, bah, de toute façon, ensuite, quand j'ai monté mon média RH, t'imagines bien que moi, je pars avec une maîtrise RH, une expérience en direction des ressources humaines, le market, la com. Pour moi, c'est la quatrième dimension, hein. Et donc, j'ai continué sur la même lancée, comme je m'étais formé à la paye, puisqu'en fait, à l'époque, tu te formais avec un code du travail, des livres, et tu travaillais le week-end, hein, il y avait que ça, hein. Là, je te parle des années, j'ai commencé à bosser en 98, hein. Mm. Donc, il n'y avait pas Internet pour t'aider, et bah après, sur la com, le market, j'ai fait pareil. J'ai travaillé, j'ai appris, j'ai regardé ce qui se faisait à droite à gauche, et je pense que donc pour moi c'était la personne la plus inspirante. Mon grand-père, il a commencé de zéro, il a fini colonel de gendarmerie. Tu vois, il a quand même eu une carrière, Mm. euh, et puis il avait cette posture un peu, il était indiscutable en fait quand il parlait, parce qu'il Mm. avait ce background, cette aura. Je me rappelle quand il m'emmenait chez le médecin quand j'étais petit, le médecin lui disait bonjour mon colonel. Et moi, ça m'a toujours, tu sais, ça, tu te dis, ah, comment il a fait Impressionnant. pour arriver à ça, en fait? Mm. Et ben, naturellement, en fait, par le Mm. travail, donc ça m'a forgé. Il y a une personne du monde politique qui m'a beaucoup inspiré.
dans la façon de prendre la parole et la répartie en live. Mhm. Après, là, c'est sans considération politique ou autre, hein. C'est Nicolas Sarkozy. Ok. Quand tu le vois sur ses conférences, sur des discours, sur la posture qu'il peut avoir face à des journalistes, je trouve qu'il est assez, il se laisse jamais démonter en fait. Parce qu'il dégage quelque chose comme quelqu'un qui est sûr de soi. Est-ce que c'est ça? Bah déjà, il a une très grande assurance. Mm. Oui, comparé à d'autres qu'on a vu passer après, où c'était une blague. Mm. Alors, je trouve que moi, je l'ai beaucoup, mais j'ai même regardé des conférences en vue de préparer les miennes, tu vois, quand j'étais en début de Mm. carrière. Alors, je te Ok. parle de ça il y a 15-20 ans. Mais Mm. quand il y a 15-20 ans, on te dit que tu as 5 ans et qu'on te dit demain, tu animes une conf devant 300 personnes. Et à l'époque, c'était pas bienveillant, va t'aider. Non, c'est ah, je peux pas venir demain, t'animes le truc à ma place. Et tu l'as Mm. jamais fait, et t'es comme un con, tu vois. Mm. Donc ouais, ça m'a aidé en fait de regarder ses conférences, sa manière de prendre la parole. Ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Alors sans aller à reproduire le truc, tu vois, mais Mm. ça m'a donné une énergie en fait. Je trouve que Est-ce que, l'énergie est ouais. bonne. Est-ce que tu t'es mis dans le personnage? Parce que moi, c'est parfois quelque chose que je recommande. Enfin, je parle toujours de Beyoncé, mais de se dire, bah, attends, bah, je suis plus moi, en fait, je joue un rôle, et comme ça, je peux me permettre de faire des choses que je ferais pas. Parce que Alors, c'est quelqu'un d'autre qui fait. j'arrive pas à te faire des trucs comme ça quand je parle ou des, tu vois, mais T'es pas obligé. je me suis mis dans le personnage, oui et non. Quand j'ai eu des questions un peu live comme ça en conf, oui, j'y ai pensé. Je me suis dit, Mm. putain, qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'il ferait? Ouais. Qu'est-ce qu'il ferait? Et Mm. oui, oui, ouais, ouais, Ok. ça m'a permis de rester connecté au truc. Ça te Bah, donne des c'est toujours, ressources. ouais, ça te donne des ressources. Plutôt que d'être Mm. seul face à ton Mm. public, ça te donne des ressources. Mais je te parle de Mm. ça il y a plusieurs années. Aujourd'hui, bah, j'ai monté mon propre truc. Je suis comme je suis, je Oui. changerai pas, tu Mm. vois. T'as plus ce J'ai, besoin, t'as l'habitude, c'est plus comme non, tu quand tu j'ai démarrais. plus ce besoin. Et aujourd'hui, c'est vrai que il y a encore 10 ans, quand je montais faire une conférence ou quand je prenais la parole ou quand j'animais un webinar, j'avais encore ce truc, je vais pas te mentir, hein, d'aller aux toilettes 3 fois avant, de me dire ah là là. Et maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Mais à un point tellement inverse, mais vraiment, parce que aujourd'hui, je considère que c'est mon boulot, comme je rentrerai faire une réunion ou comme j'irai m'asseoir à mon bureau faire Mm. un truc, tu vois. Donc je le Mm. vois plus du tout de la même façon. Mais c'est comme ça aussi aujourd'hui parce que je ne traite que des sujets RH. Et t'imagines bien qu'au bout de 20 ans, je Mm. les connais les sujets. Mm. Donc j'ai aussi besoin de beaucoup Le moins de stress est moins préparation. là. Mm. Voilà, je Mm. sais que je vais pas me faire piéger, Mm. que je peux aller sur presque tous les sujets. Et en plus, c'est pas moi qui interviens. Je suis là pour écouter quelqu'un, relancer, animer un débat. Mm. Mais bon, quand tu animes un débat, à minima, si tu connais pas ton sujet, je trouve que c'est quand même un peu. Je vois des gens animer des débats, des fois, qui ont aucune connaissance du sujet et du coup qui amènent leurs intervenants sur des trucs qui n'ont aucun intérêt. Donc, je vais quand même aller chercher là les questions qui prouvent ce qu'est en train de dire la personne. Et donc, j'ai besoin de maîtriser le sujet pour ça. Mais comme Mm. aujourd'hui, bah, j'ai 48 ans dans 3 semaines, donc forcément, je suis beaucoup plus aguerri, bah, j'ai plus ce stress déjà. Mm. Tu vois, des fois, on fait des webinars, même avec Mayer Ashline, avec certains intervenants, on prépare les webinars, ça nous prend 5 minutes. Mm. Et les trucs sont presque live intégral sans préparation. Alors bien évidemment, j'ai des gens qui veulent toujours 1 heure de préparation, mais il y en a d'autres avec qui on fait de l'instantané et ça se passe Mm. très bien. Ok, Donc top. j'ai plus ce ressenti aujourd'hui. Cool. Et pour terminer, Christophe, est-ce que tu aurais quelques derniers conseils à partager aux auditrices et auditeurs du podcast? Oui, après je pense qu'il y a quand même une chose aussi qui fait que j'ai plus ces sentiments de stress ou d'être trop dans la réaction tout de suite. Alors,
je vais dire un truc, mais il y a la question de la confiance en soi aussi. Je pense qu'au fil Mhm. du temps, tu prends plus confiance en toi. Alors évidemment, hein, j'ai eu des casseroles, j'ai raté des trucs. Ça aide aussi à prendre confiance en toi. Euh, Tu vois, de te ramasser sur une conf ou, euh, ou même sur LinkedIn. Des fois, je fais des posts, j'ai 10 likes, tu vois. Mhm. Ça aussi, c'est des choses qui sont normales en fait déjà, qu'il faut accepter et qui vont aider euh, dans le mécanisme d'apprentissage de la confiance en toi. Il faut tout prendre sous la forme d'apprentissage. Tout ce qu'on se fait dans le monde du travail, je pense que c'est un apprentissage. Que tu aies réussi, que tu pas réussi, ça te permet soit de tester, soit d'améliorer quelque chose. Alors, je veux pas te dire que Mhm. quand tu rates, c'est génial, c'est de l'amélioration. Non, rater un truc, ça peut juste vouloir dire c'était de la merde, tu l'as raté, il faudra surtout pas le refaire. Faudra plus le refaire, ouais. Voilà, mais tu ne pouvais pas le savoir, enfin, ça valait peut-être le coup Si de tu le testes tester. pas, ouais. Donc, Ouais, exactement. C'est vrai que c'est un conseil que je donne souvent sur la répartie en fait, même un est mieux que rien quand voilà, quelqu'un nous dit quelque chose. C'est tester un exactement. truc et se dire, oh, j'aurais jamais dit et puis en fait, bah, le ça m'est arrivé une fois sur, c'était pas forcément une microagression, mais en fait, j'entraînais des managers à animer des groupes pour des réunions, animer différemment des réunions. Et en fait, je voyais que le groupe partait en cahuète totale et la manager savait pas quoi faire, elle faisait rien du coup. Et donc, j'ai essayé d'attirer son attention pour qu'elle. Et donc, j'ai fait des grands signes du fond de la salle pour attirer son attention pour qu'elle. Enfin, il était temps qu'elle fasse un truc, quoi. Et du coup, en miroir, elle a fait pareil que moi, elle m'a fait pareil. Et là, elle m'a dit. En fait, j'avais jamais pensé à utiliser mon corps pour. Et ça a eu Ouais. un effet, en fait. Du coup, les gens qui l'ont vu se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle fout? Bah, Et se sont interrompus, ont arrêté de parasiter la réunion. Et donc elle m'a dit, je savais pas que je pouvais faire ça. Et même si c'est n'importe quoi, ça a eu un effet. Et ça lui a ouais, ouvert bah, une porte. t'as deux choses, en fait. T'as la question de la confiance en soi. Je pense la personne peut être tétanisée et se dire, ah, qu'est-ce que je fais? Parce qu'elle manque de confiance en elle pour agir. Et le deuxième axe, c'est le regard des autres. Et on réagit tous en fonction du regard des autres. Donc, au bout d'un moment, il faut apporter quand même beaucoup moins d'importance au regard des autres. Sinon, tu fais plus rien. Sinon, t'es lisse, comme on le disait en début de l'épisode, Mm, et t'essayes de plaire à tout le monde. Et tu peux voir sur les réseaux, t'en as des centaines qui sont comme ça, qui écrivent la même chose, qui mettent les mêmes photos d'eux. C'est lisse, c'est chiant. mm, Tout le monde like par conformisme. Ça n'a aucun intérêt. Et ces gens-là, dans 10 ans, on les aura oubliés parce qu'ils n'ont rien dit d'intéressant finalement. Ils sont lisses, ils sont neutres. Je conseille pas aux gens d'être clivants, mais au moins d'être, tu sais, on dit sois toi-même. Alors sans, tu vois, ça m'énerve quand on dit ça d'habitude, mais comme les gens qui disent faut être bienveillant, machin, c'est un peu du bullshit. Mais si t'es pas un minimum toi-même, si tu te représentes pas tel que tu es, ça n'a aucun intérêt. Mais pour le faire, faut arrêter de se dire, ah, comment je vais être perçu, comment si, comment machin. C'est pas, je pense il faut arrêter avec ça. Alors, je mm, dis ça, et évidemment, ça m'a pas pris 5 minutes de me dire ça. Et je suis de plus en plus, moi, depuis finalement le Covid, en fait, depuis 5 ans. J'étais beaucoup plus lisse que ça avant. Euh, Parce que comme tout le monde, hein, ça a remis en cause des mm, choses, tu vois. Et à force de pas être soi, de toute façon, t'en deviens malheureux, soit t'en deviens complètement désaligné avec quasiment tout. Donc, il y a beaucoup de gens qui mm, sont désalignés au boulot parce qu'ils sont pas eux, parce qu'ils arrivent encore avec un costume qui est pas le leur. Je vais pas dire ça. Ah, je vais pas dire si. Au bout d'un moment, tu vas plus rien dire en fait. C'est un peu ce mm. que tu disais sur la manager. Tu ne vas plus rien dire, tu ne vas plus rien faire. Bah, c'est très bien. Tu vas devenir Et ça marche pas. inexistant. Et ça marche pas parce qu'au final, tu vas te faire virer parce qu'on va te le reprocher. On va Donc, t'oublier. on va t'oublier, on va te dire, ah bah, t'as pas assez de ci, t'as pas assez de ça. Alors que ça se trouve, tu l'es, mais juste, Mm, t'as pas osé le faire. C'est pour ça que je te disais, moi, quand je fais un post, par exemple, où j'ai 10 likes, je m'en fous, en fait. Ça n'a pas d'importance. Si mm, j'ai pas envie de poster, là, j'ai fait peut-être un post par semaine. Alors d'habitude, j'en fais 5.
Mais il y a des gens qui sont venus me le dire. Il y a des gens qui Ah m'écrivent, bah qui c'est me disent, ah, remarqué alors. si tu ne postes pas, ça va pas, t'es malade ou je sais pas quoi. Non, en fait, j'ai pas envie. En ce moment, en ce moment, j'organise mon mariage, j'ai autre chose à faire que d'aller poster sur LinkedIn, tu vois. Félicitations. Alors, je vais m'y remettre, mais tu vois, on a tous des Mm. moments, et puis voilà, c'est comme ça. Il faut juste assumer ce que tu fais, et c'est tout. Le meilleur conseil, c'est ça. Il n'y a pas de peur à avoir, et oubliez pas que le travail, ça n'est qu'un jeu. Pour moi, le travail, c'est Mm. un jeu, c'est pas le monde réel, c'est pas la vraie vie. Être en entreprise, c'est pas la vraie vie, c'est pas votre vie privée. Votre entreprise, vous Mm. n'allez pas y rester toute votre vie, vous allez en changer, vous allez changer de collègue. Donc, il n'y a pas de costume à enfiler à chaque fois que vous rentrez dans une entreprise. Alors, je dis pas hein, de partir dans tous les sens, mais il faut quand même rester un minimum soi-même. Sinon, on finit à un certain moment de sa vie par être complètement désaligné. Moi, en Mm. début de carrière, je l'ai fait de vouloir mettre mon joli costume, d'être bien cadré, machin. Franchement, j'ai commencé à bosser à 21 ans. À 28 ans, j'étais déjà cramé parce Mm. que j'étais pas du tout aligné avec qui j'étais. Mm. Donc, Et je vois des jeunes qui se crament beaucoup plus vite. Tu dis à mais oui, 28 ans, mais qui au bout oui, d'un an font un bilan de compétences pour se réorienter. Parce que bah, c'est quoi évidemment. ce délire que le monde du travail, quoi. C'est vrai que c'est assez Hmm. surprenant, je vois, pour les jeunes, le monde du travail. Donc oui, c'est qu'un jeu, et d'ailleurs, je trouve que la vie en général aussi, c'est qu'un jeu. Oui, Les bah oui. relations, et il y a plusieurs jeux, et puis il faut savoir si on veut déterminer nous-mêmes les règles ou subir une règle qu'on n'a pas envie Bah c'est ça, de c'est suivre. exactement ça. Mm. Et bon, on va terminer là-dessus. Christophe, un grand Top. merci pour cet échange. Et pour toutes les auditrices et les auditeurs qui veulent muscler leur répartie au travail, n'hésitez pas à télécharger les 15 punchlines pour réagir face aux microagressions au boulot. Excellente journée, Christophe, et à Merci, très toi bientôt. aussi. Bonne semaine. Au revoir. Merci.